9. Médée la magicienne. Dans l'histoire de Médée et de Jason, Ovide ne s'intéresse ni à l'expédition des Argonautes, à la recherche de la toison d'or, ni aux crimes célèbres commis par Médée, enragée par l'infidélité de Jason et meurtrière de ses propres enfants. Avant lui, d'autres poètes en ont parlé. Ovide, lui, préfère nous présenter une Médée jeune, innocente, au moment où elle tombe amoureuse, une Médée pleine de bonne volonté, déjà experte en magie. Et les rites auxquels se plie l'antique magicienne ressemblent beaucoup à ceux qui sont suivis par nos modernes sorcières. Médée la magicienne vivait au pied du Caucase, sur le bord de la mer Noire. Son père, Aétès, un des fils du soleil, était le roi de la Colchide, et il possédait la toison d'or d'un bélier merveilleux qui assurait à son royaume bonheur et prospérité. Aussi cette toison était-elle bien protégée, et celui qui voulait s'en emparer devait subir une série d'épreuves. Attelé à une charrue des taureaux menaçants, semés dans le sol labouré des dents d'un serpent, d'où sortiraient des guerriers, tous armés, qu'il faudrait combattre. Enfin se mesurer à un affreux dragon, gardien toujours éveillé de la toison. Et voici que Jason, un jeune grec, venu de la lointaine Thessalie, abordait en Colchide afin de prendre la toison. Lui et ses amis, tous nobles, certains même fils de Dieu, s'étaient embarqués sur le vaisseau Argo, ce qui explique pourquoi on les nommait les Argonautes. Ils avaient franchi les mers au péril de leur vie, et Jason, leur chef, s'apprêtait à demander la toison au roi Aétès. Mais avant de l'obtenir, il devrait remporter les fameuses épreuves imposées par le roi de Colchide, épreuves si effroyables qu'elles ébranlaient son cœur d'ordinaire intrépide et affolaient les Grecs, ses compagnons. Comment Jason pourrait-il vaincre sans aide ? Or, Médée, la fille du roi, remarqua le jeune homme et ressentit aussitôt pour lui une passion violente. Elle tenta d'y résister. Si elle s'y abandonnait, n'allait-elle pas trahir son père et son pays ? « C'est en vain que tu luttes contre ton cœur, Médée, » se disait la jeune fille à elle-même. « Ce que tu ressens ressemble bien à de l'amour, et l'amour est le plus puissant des dieux. Pourquoi les ordres de mon père ne paraissaient-ils si cruels ? Pourquoi ai-je tellement peur que cet homme meure, lui que je vois pour la première fois ? Ah, je voudrais être plus raisonnable, moi qui suis fille de roi. Je rêve d'épouser cet étranger et d'aller vivre en Grèce, dans un monde différent du mien. La vie et la mort de Jason sont dans les mains de Dieu. Ô Dieu, faites qu'il vive. Il est innocent, il est noble, il est vaillant. Qui ne serait ému par sa jeunesse, par sa beauté ? Si je ne lui viens pas en aide, il sera livré aux taureaux, aux guerriers, aux dragons. Ah, que les dieux l'assistent. Mais il n'a que faire de prières. Ce qu'il lui faut, ce sont des actes. Je dois agir. Allons m'aider, à l'ouvrage, dépêche-toi. C'est à moi que tu devras tout, Jason. C'est moi que tu épouseras, à la sueur des torches nuptiales. C'est moi que les mères des Argonautes, tes compagnons, viendront remercier. Pour toi, je trahirai mon père, j'abandonnerai mon pays et ma famille, je me livrerai sur la mer à l'humeur capricieuse des vents. Qu'importe si la navigation est dangereuse, s'il faut affronter sur les flots les récifs hauts, comme des montagnes et des monstres, je ne craindrai rien, tant que tu me tiendras serré dans tes bras, et tu m'emporteras loin sur les routes de la mer. Tu m'emporteras, toi, Jason, le grec, l'étranger, mon époux. C'est moi qui parle de mariage, n'est-ce pas plutôt un prétexte dont je me sers pour masquer ma trahison ? Comme la passion m'entraîne loin de mon devoir. Ah, Médée, Médée, que vas-tu faire ? Devant la jeune fille indécise, déchirée, s'élevaient comme des divinités puissantes, l'horreur, le respect de soi, le sens de la famille et l'amour vaincu s'éloignaient. Pour oublier Jason,
Médée se dirigea vers la forêt, au fond de laquelle se cachait l'autel d'Hécate, l'antique déesse au triple visage, symbole de la lune changeante, protectrice des magiciennes. La jeune fille marchait dans l'ombre épaisse des arbres, et déjà, se sentant plus forte, elle se félicitait d'avoir chassé la passion qui la brûlait, lorsque soudain Jason se dressa devant elle. Médée rougit, tout son visage s'enflamma. Elle s'imaginait voir en lui non un mortel, mais un dieu. Il saisit sa main droite et d'une voix douce, sur un ton implorant, supplia la jeune fille de l'aider et lui promit de l'épouser. Médée fondit en larmes et répondit au grec. « Ce que je devrais faire, je le sais, je ne le ferai pas, non par ignorance de mon devoir, mais parce que l'amour m'y oblige. Tu seras sauvé grâce à moi. Mais toi, quand tu seras sauvé, tiens ta promesse. » Jason jura solennellement qu'il la tiendrait. Il jura par l'autel de la lune, au triple visage, par la divinité qui protégeait le bois, par le soleil dont le roi Aétès était le fils, par le succès qu'il espérait, par les dangers qu'il allait courir. Médée le crut. Aussitôt, elle lui donna des herbes magiques et lui expliqua comment s'en servir. Jason, tout joyeux, s'en retourna vers sa demeure. Le lendemain, dès l'aurore, le peuple avait pris place sur la colline, près du lieu sacré où se trouvait la toison d'or. Le roi s'était assis au milieu de ses gardes, vêtu de pourpre, le sceptre d'ivoire à la main. Devant eux, dans la plaine, surgissent les taureaux, soufflant le feu par les naseaux. Les flammes ronflent dans leur poitrine. L'herbe touchée par leur haleine s'embrase. Jason vient à leur rencontre. En l'entendant, les bêtes tournent vers lui leurs cornes menaçantes, battent la terre de leurs sabots et leurs mugissements soulèvent des tourbillons de fumée dans la plaine. La peur glace les compagnons du jeune grec, mais celui-ci, sous le charme des herbes magiques, sans s'émouvoir, avance, la main vers les mufles, terrible, les caresse, attelle les animaux aux joues, et les force à tirer la charrue et à fendre le sol. Les Colchidiens sont muets de surprise. Les Grecs poussent des clameurs qui redoublent le courage de Jason. Dans le champ qu'il vient de labourer, il sème les dents empoisonnées du serpent. À peine ont-ils touché la terre qu'elle se transforme en guerriers, et ces guerriers innombrables brandissent des armes. En les voyant, tout prêts à lancer leurs javelots sur Jason, seuls, sans épée, sans bouclier, les Argonautes baissent le front, pleins d'effroi. Médée, qui assiste à la scène, pâlit. Une angoisse intolérable la saisit. Elle est obligée de s'asseoir, craignant que l'effet de ces herbes soit insuffisant. Elle prononce tout bas une incantation. Elle fait appel à tous les secrets de son art. Jason se baisse, soulève une grosse pierre et la jette au milieu de ses ennemis. Ils se détournent de lui pour se ruer furieux les uns contre les autres, et les blessures qu'ils se font sont mortelles. Ils tombent tous, victimes de leur lutte fratricide. Les Grecs entourent leur chef, l'acclament, le pressent dans leurs bras. Comme Médée aimerait en faire autant. Elle n'ose pas. Que dirait-on d'elle ? Du moins, elle se félicite du succès de ses sortilèges, et elle rend grâce à ses dieux, pleine d'une joie secrète. Il ne reste plus à Jason que la dernière épreuve, endormir le dragon qui ne dort jamais, un monstre à crête, à croc, à triple langue, tout dont la seule vue fige le sang. Le jeune grec l'asperge du suc de certaines plantes et prononce 3 fois la formule qui procure un sommeil paisible. Le dragon, pour la première fois de sa vie, ferme les yeux. Jason peut alors s'emparer de son butin, la toison d'or. Il emmène comme un autre butin sa bienfaitrice, Médée, la magicienne, et avec elle, devenue son épouse, il retourne dans sa patrie, la Thessalie.
Quelle joie, quel triomphe dans toute la Thessalie. Les mères, les vieux pères, des Argonautes heureux du retour de leur fils, reconnaissants envers les dieux, font brûler l'encens sur leur autel et leur offrent des sacrifices. Seul Aéson, le père de Jason, ne se joint pas à ce concert d'actions de grâce. Accablé par la vieillesse, il se sent trop proche de la mort. Jason s'en attriste. Toi qui es si puissante, toi à qui je dois tant, dit-il à son épouse, ne peux-tu retrancher quelques années de ma vie pour les donner à mon père? Médée est émue par tant d'amour filial, elle qui a abandonné son propre père, Aétès, mais elle ne montre pas ses sentiments. Comment peux-tu me demander d'abréger la vie? Jason, répond-elle, non, je ne le ferai pas. Je ferai davantage. J'essaierai par mon art de rendre à ton père sa jeunesse. Puisse Hécate, la déesse au triple visage, m'aider dans cette entreprise difficile. Médée attend pendant 3 nuits que la lune soit pleine. Quand son disque rond illumine le ciel, la jeune femme sort de sa demeure, vêtue d'une robe sans ceinture, les pieds nus, les cheveux dénoués, flottant sur les épaules. Personne ne l'accompagne. La campagne est silencieuse, hommes et bêtes dorment d'un profond sommeil. Aucun murmure, aucun souffle pour agiter les branches, même l'air humide est immobile, seuls les astres brillent. Médée tend les bras vers eux, tourne 3 fois sur elle-même, 3 fois fait ruisseler sur ses cheveux de l'eau puisée au fleuve, 3 fois pousse un cri prolongé, puis elle s'agenouille et commence ses invocations. Ô nuit, gardienne des secrets, toi qui avec tes astres d'or succèdes à la lumière du jour, ô toi, Hécate, au triple visage, confidente de mes projets, ô terre qui offre aux magiciens des herbes redoutables, ô vous tous, vents, montagnes, fleuves, étangs, dieu des bois, dieu de la nuit, aidez-moi, secondez-moi, comme vous l'avez fait quand j'ai forcé les fleuves à remonter leur cours jusqu'à leur source, quand j'ai apaisé la tempête, quand je l'ai provoquée, quand j'ai dissipé les nuages, quand je les ai rassemblés, quand j'ai brisé la gorge des vipères, animé les rochers, arraché les forêts à leur sol, pour les obliger à marcher, quand j'ai donné aux montagnes l'ordre de trembler, à la terre de mugir, aux morts de sortir de leur tombe. Et toi, lune, viens à mon appel, écoute-moi, moi dont les charmes font pâlir l'aurore et reculer le char du soleil, père de mon père, ô divinité, grâce à vous, dans la plaine de Colchide, les taureaux, les guerriers sont devenus inoffensifs et le dragon s'est endormi, et grâce à vous, les villes de la Grèce sont riches, possédant l'or de la toison. Maintenant, donnez-moi les éléments nécessaires pour composer un philtre capable de rendre sa jeunesse à un vieillard. Vous me les donnerez, je le sais, je vois briller les astres d'un plus vif éclat, et voici que s'avance, pour que j'y monte, un char attelé de dragons. En effet, un char se trouve là, descendu du ciel, Médée caresse le cou des dragons, et prend les rênes. Aussitôt, le char monte dans les airs, au-dessus de la Thessalie. La magicienne dirige sa course vers les montagnes, où elle choisit soigneusement des herbes qu'elle arrache avec leurs racines, à moins qu'elle ne les coupe au pied, avec une faucille de bronze. Après quoi, elle suit le cours des fleuves pour prendre d'autres plantes, s'arrête aux rives d'un lac, envahi par les joncs, va jusqu'à Détroit qui sépare de la Grèce l'île de Bé. Au bout de 9 nuits, elle revient. Elle ne retourne pas dans sa demeure, évite tout contact avec les hommes. Elle élève 2 autels de gazon et y allume un feu, l'un en l'honneur d'Hécate, l'autre de Juventa, la déesse de la jeunesse. Puis, au-dessus de 2 fossés
qu'elle a creusé dans la terre. Elle égorge une brebis noire et laisse le sang couler jusqu'à la dernière goutte. Par-dessus, elle verse une coupe de vin et de lait chaud. Tout en prononçant des formules magiques, elle invoque les divinités de la terre et le dieu des ombres, Pluton avec son épouse, Proserpine. Elle leur demande de ne pas retirer trop tôt au vieillard le souffle de la vie. Ensuite, elle fait apporter le corps d'Éhéson, qu'elle a endormi auparavant, et elle l'étend sur un lit d'herbe. « Allez-vous-en » dit-elle aux serviteurs et à Jason, venu accompagner son père. Ils obéissent. Médée est seule avec le vieillard, semblable à un cadavre. Elle tourne autour des autels, prend 2 torches, faites de branchages, les plonge dans le sang noir des fossés et les allume. Elle purifie le corps d'Aéson 3 fois par le feu, 3 fois par l'eau, 3 fois par le soufre. Pendant ce temps, dans un chaudron de bronze, au-dessus de la flamme, bouillonne le philtre qu'elle a préparé. Une écume blanche le recouvre, des racines, des graines, des fleurs, le suc de plantes au goût âcre le compose. Médée ajoute des pierres ramassées en Asie, du sable lavé par l'océan, de la rosée recueillie dans les prés une nuit de pleine lune, les ailes de vampire d'une styrige, les entrailles d'un loup-garou, les écailles d'un serpent venimeux, le foie d'un cerf réputé pour sa longévité, la tête d'une corneille qui a vécu 9 siècles. Ainsi, végétaux, minéraux et animaux ensemble cuisent-ils à petit feu dans le chaudron. Au bout d'un long moment, Médée prend une branche d'olivier desséchée pour remuer le liquide et mélanger le fond à la surface. Voici que la branche morte se met à reverdir, se couvre de feuilles et bientôt d'olives mûres, tandis que, au contact des gouttes qui tombent du chaudron sur le sol, l'herbe s'émaille de fleurs et prend la couleur du printemps. Dès que Médée a constaté ce phénomène, elle saisit une épée, ouvre la gorge du vieillard, le vide dans son sang et remplace celui-ci par le philtre brûlant. À peine le liquide a-t-il commencé à couler dans ses veines qu'Aéson se dresse rajeuni. Sa barbe, ses cheveux sont redevenus noirs. Sa maigreur, sa pâleur ont disparu. Une chair ferme est remplacé sa pauvre idée. Ses membres ont retrouvé leur force. Il s'émerveille, il se retrouve tel qu'il était 40 ans plus tôt. Et ce bienfait, il le doit à Médée, la magicienne.